gouvernement se dotera très bientôt d'un plan d'action d'urgence pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Une des principales décisions du comité interministériel tenu cet après-midi à la primature et mieux, un contrôle quotidien des stations d'essence se fera. Face aux difficultés d'approvisionnement des citoyens en carburant depuis quelques jours, le directeur général adjoint du commerce, de la consommation et de la concurrence appelle les citoyens au calme et à ne pas céder à la désinformation. Des centaines de citernes sous escorte FAMA sont arrivées cet après-midi à Bamako. La démolition, une pratique administrative courante touchant aussi bien des habitations privées que des immeubles commerciaux. La démolition entre nécessité publique et respect du droit, c'est le sujet de la chronique judiciaire, une réalisation de Garibou Pérou et de Tchédje Kamara. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali affrontent demain mercredi leur homologue du Tchad. Les poulains de Tom 5 Feet entendent se relancer dans la course. Nos envoyés spéciaux sont Siragatou Sissé et Mamadou Sidibi. Vous servirait un réel plaisir. Merci pour votre confiance renouvelée à la grande édition de 20h sur ORTM1. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition par l'agenda du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. En sa qualité de président de la Confédération des États du Sahel, le chef de l'État a reçu cet après-midi en audience les présidents des parlements de l'AES. Les hôtes du jour sont à Bamako dans le cadre de la session budgétaire du Conseil national de transition qui s'est ouverte hier. Le président de la transition s'est félicité des avancées enregistrées dans le cadre de la mise en place du Parlement confédéral. Pour plus de détails, je vous invite à écouter Dr Mahamadou Harouna Djengare, président du Conseil consultatif de refondation du Niger. Il est interrogé par Sira Badjili. C'est vraiment un plaisir pour nous, président du CCR du Niger, président de l'ALT par intérim du Burkina, de venir voir avec notre frère, l'honorable Malik Diaw, comment la session va démarrer. C'était tout un plaisir pour nous hier d'avoir pu ensemble faire l'ouverture de cette session en présence du Premier ministre. Nous avons fait le compte rendu au président, le général d'armée Assimi Goïta, à qui nous avons également transmis les salutations de notre chef d'État, le général d'armée Abdurrahman Tiani du Niger et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Nous avons transmis les salutations fraternelles et cordiales, les salutations du peuple nigérien et du peuple burkinabé au peuple malien, et le président nous a aussi donné de sages conseils. Nous sommes dans un ensemble confédéral, la confédération de l'AES. Nous sommes les mêmes peuples, nous avons les mêmes cultures, nous avons les mêmes aspirations pour un développement harmonieux de notre ensemble commun, dont la devise « Un espace, un peuple, un destin » résume bien nos aspirations. Donc c'est tout à fait normal qu'il nous donne de sages conseils, surtout par rapport à ce que les populations attendent de nous, à savoir la diplomatie, la défense, la sécurité et le développement. C'est ainsi que nous avons bénéficié de ces conseils, et ce que nous pouvons dire au sortir de ça, c'est que les peuples sahéliens restent mobilisés, restent soudés pour faire une bonne cohésion sociale pour pouvoir appuyer nos dirigeants. Nous avons la chance d'avoir 3 dirigeants éclairés, 3 dirigeants qui ont des ambitions pour ce peuple du Sahel-là. Et c'est à nous, à notre tour, en tant que représentants des populations, de faire tout le travail nécessaire pour que nous fassions régner la cohésion, la solidarité autour de nos dirigeants, pour que nous puissions avoir un développement harmonieux de notre espace sahélien. Les États du Sahel, c'est une marche commune, vous l'avez dit. Que développent les 3 parlements dans ce sens? Bien sûr, nous venons de faire une réunion des présidents des parlements, comme on appelle la conférence des présidents à Ouagadougou, les 18 et 19 septembre passés, où nous avons examiné
les avant-projets de textes que les experts et les conseillers ou les députés, les parlementaires ont préparés. Et nous avons vu que c'était un travail de qualité. C'est un travail que nous avons toiletté un peu, que nous avons adopté et que nous avons soumis aux 3 chefs d'État pour qu'ils puissent, à leur réunion prochaine de décembre, signer le Parlement de l'AES. Donc c'est vraiment un pas de plus, un pas qui va permettre la construction de l'AES. Parce que ce Parlement se justifie parce que nous représentons le peuple, nous représentons les aspirations du peuple profond de notre pays. Hier, juste après la cérémonie d'ouverture, le président du Conseil national de transition a offert un dîner aux délégations du Niger et du Burkina Faso, un cadre mis à profit pour échanger sur les défis au sein de l'espace confédéral. Le général de corps d'armée a remercié ses homologues pour leur présence à l'ouverture de la session budgétaire. Le reportage de Youssouf Tchakiti. Plus qu'une simple soirée dînatoire, ces cocktails symbolisent l'intégration des peuples de l'AIS. C'est pourquoi plusieurs cadeaux sont mutuellement remis pour appeler les peuples de la Confédération des États du Sahel à la solidarité autour des défis qui sont communs à l'espace, défis sécuritaires, de lutte contre le terrorisme, entre autres. L'objectif final, disent-ils, c'est de gagner le pari de la promotion socio-économique de l'espace AIS. Cette dynamique d'intégration, de paix, d'unité, de solidarité et de vivre ensemble est matérialisé ici par ce partage de thé entre les présidents des organes législatifs de la Confédération. Ce dîner, c'est dans le cadre des activités de la session d'octobre, session dite budgétaire du Conseil national de transition. De la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le président de la transition poursuit ses activités de bienfaisance. L'équipe des œuvres sociales était ce matin au génie militaire et à Kati pour remettre des kits alimentaires et scolaires à des centaines de foyers qui sont dans des situations de vulnérabilité. Le reportage de Ari Djoumatina. Après la commune 1, les œuvres sociales du président de la transition dans le cadre de la 30e édition du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, se poursuivent. Sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, des 100 kits alimentaires et scolaires sont offerts aux femmes des camps et aux veuves des militaires et paramilitaires de Bamako. Excellence, Monsieur le Président, que ce soit une veuve qui lutte seule pour faire vivre sa famille, ou un orphelin en quête de repères et d'avenir, un blessé de guerre qui se soucie de retrouver sa bonne santé, vous leur dites aujourd'hui, par votre générosité, qu'ils ne sont pas et ne seront jamais seuls. Par ces dons, vous incarnez les valeurs de solidarité, de compassion et de responsabilité sociale. Ces gestes du chef de l'État, qui se veut un acte de foi, un message d'espérance, voire un symbole de solidarité authentique, a également concerné les veuves de la 3e région militaire de Kati. Notre commune se réjouit de l'attention particulière accordée à elle par les autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, en bénéficiant d'infrastructures sportives et sanitaires ultramodernes de haute qualité et d'autres réalisations importantes. Je demeure convaincu que ces donations seront pérennes dans nos villes et villages pour le bonheur de nos couches les plus démunies. Des gestes qui illuminent une communauté et rappellent ce qui est essentiel dans la vie, le partage, la solidarité et la bienveillance. Le don du président de la République à travers son œuvre sociale en fait partie. Cette importante donation au profit des veuves orphelins de la région militaire numéro 3 de Kati est composée de 200 kits alimentaires et 200 kits scolaires. Ce n'est pas une première. Je crois qu'à chaque mois, que ce soit les mois de carême, que ce soit tous les grands événements, le président est là à accompagner les personnes les plus démunies. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi parce que je dirais que je suis le préfet à être, le cercle à être
plus grands bénéficiaires de ces dons. Et nous continuons à faire le plaidoyer pour que nos démunis soient encore accompagnés. Très émus du présent geste à leur endroit, les représentantes des bénéficiaires, que ce soit au génie militaire ou à Kati, ont tenu à réitérer leurs remerciements au chef de l'État pour sa solidarité agissante. Le ministre de l'Industrie et du Commerce est à Rome, en Italie. Moussa Alassane Diallo prend part aux activités de la 7e édition de la Journée mondiale du coton. Selon des statistiques dignes de foi, le coton africain représente moins de 10% de la production mondiale. Et au Mali, près de 4 millions de personnes vivent directement de la production du coton, qui représente 11,3% des recettes d'exportation. Je vous invite à suivre un extrait du discours du ministre Moussa Alassane Diallo à l'ouverture des travaux. En répondant à l'initiative du groupe C4, Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad, l'OMC et les institutions partenaires apportent un précieux soutien aux efforts de nos pays en vue d'une meilleure intégration de leur économie dans le système commercial multilatéral. Nous ne cessons de marteler qu'une telle inclusion est fondamentale pour réunir les conditions favorables au développement du commerce et des investissements et assurer un développement durable de nos pays. Le Mali, au sein du C4, est totalement engagé à œuvrer pour garantir le renforcement de ces systèmes multilatéraux par des résultats concrets et mesurables qui auront des impacts significatifs sur les conditions de vie de millions de personnes qui, jusqu'à présent, ne parviennent pas encore à capter les avantages du commerce international. La consécration du 7 octobre, Journée mondiale du coton, est lourde de symboles et de significations pour les 36 pays africains producteurs et leurs 25 millions de cotonculteurs. Nous voulons espérer qu'elle sera le point de départ d'une nouvelle ère de solidarité et d'un nouveau contrat moral autour du coton. Pour le Mali, près de 4 millions de personnes vivent directement de la production du coton, qui représente 11,3% des recettes d'exportation et 3% du produit intérieur brut, ce qui en fait un produit hautement stratégique. Malgré cette place prépondérante du coton, force est de reconnaître que les engagements pris par les acteurs internationaux de la filière cotonnière sont loin d'être tenus. Les promesses des conférences ministérielles de l'OMC à Hong Kong en 2005, Bali 2013, Nairobi 2015, visant un traitement ambitieux, rapide et spécifique à la question du coton, n'ont pas été appliquées et sont restées sans réponse. Depuis 2003, soit 22 ans écoulés, une question urgente et vitale a été soumise à la négociation de l'Organisation mondiale du commerce sans que certains membres n'y répondent de manière suffisante. Malgré le cri de cœur des communautés productrices de coton des pays les moins avancés paiements, pour lesquels le coton représente près de 12% du produit intérieur brut et 70% des recettes agricoles. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des forums nationaux de la refondation a présenté son rapport 2024 aux membres de la Cour constitutionnelle. Les échanges ont permis de mieux comprendre la méthodologie du CNCR-FNR et de fournir des réponses aux préoccupations des sages de la Cour constitutionnelle. Alousseni Touré a suivi ces échanges. Voici son compte rendu. Le rapport annuel de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation contient, en plus du rappel du cadre stratégique de la refondation de l'État, les axes stratégiques de la refondation de l'État, la méthodologie de travail du comité, les résultats du 3e rapport annuel 2024 au 31 décembre 2024, les actions fortes du président de la transition, les effets et impacts perceptibles et enfin les recommandations. L'exposé a permis de rappeler que 517 actions ont été planifiées avec 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 actions non prioritaires pendant la période de la transition. Suite à cette présentation, les sages ont exprimé quelques préoccupations liées notamment à la saisine de la Cour par les particuliers
la dissolution des milices, le mode de désignation des directeurs centraux dans le but de dépolitiser l'administration ou encore les relations de partenariat ou de convergence entre le comité et les autres organes de planification logés dans les départements ou à la primature. Le coordinateur de la structure estime que les sages ont reçu toutes les informations disponibles et loue la qualité des échanges. Nous en sortions très satisfaits parce que ça a été un échange fructueux et c'est la première et le comité indépendant s'est rendu compte que le dialogue qui s'est instauré entre nous a été fait dans la fraternité, a été fait entre deux institutions et puis nous ne nous sommes pas fait de cadeaux mais on s'est dit les choses très clairement et nous partons satisfaits. Pour sa part, le président de la Cour constitutionnelle s'est félicité de la bonne ambiance qui a prévalu tout au long des échanges. Ces échanges-là ont permis de comprendre que la Cour, à son niveau, avec satisfaction, a rempli ses conditions, ses recommandations. Donc nous nous sommes également prononcés sur d'autres recommandations, d'autres mises en œuvre sur lesquelles nous avons donné un point de vue de droit dans le domaine de notre compétence. Voilà, je pense qu'à la fin, c'est des échanges très fructueux, fécond, enrichissant, et c'est le genre d'échange intellectuel qui apporte toujours quelque chose de plus. L'avenir nous dira si le rapport de 2025 saura répondre à toutes les préoccupations soulevées ça et là, aussi bien par les membres de la Cour constitutionnelle que par d'autres structures étatiques. Une bonne nouvelle pour les habitants du 6e arrondissement du district de Bamako. Le commissariat à la sécurité alimentaire vient de lancer dans cet arrondissement l'opération vente à prix social. 170 ménages vont bénéficier de cette opération où le sac de 50 kg de riz est cédé à 13 000 francs CFA, soit la moitié du prix ordinaire. L'opération se déroulera dans les 6 communes du district de Bamako et 1000 ménages de personnes en situation de vulnérabilité sont concernés. Le reportage de Batraouri. Nous sommes dans les locaux du service régional de l'action sociale en commune 6 du district de Bamako. L'événement du jour, c'est le lancement de l'opération vente à prix social. Suleiman Bamba est le premier à payer la somme de 13 000 francs CFA pour avoir un sac de 50 kg de riz, soit la moitié du prix ordinaire. Il est suivi de Dame Djitou Dambélé, deuxième bénéficiaire de l'opération. Cette opération, elle vise à donner un accès économique à un certain nombre de denrées alimentaires pour des ménages qui ont des revenus modestes. Et donc les centres urbains et périurbains sont éligibles pour ce type d'opération parce qu'ils permettent la disponibilité d'un certain nombre d'activités, plusieurs types d'activités génératrices de revenus, des petits métiers qui permettent à ces ménages-là d'acquérir des ressources, bien que modestes, mais qui leur permettent en tout cas d'accéder à ces vivres-là. Et pour faciliter cet accès économique au riz, il s'agit là, cette opération concerne essentiellement des riz. Nous les cédons ici à un prix social, comme je l'ai dit, à 50% de son prix sur le marché. En commune 6 du district de Bamako, ce sont au total 170 ménages qui vont bénéficier de cette opération, d'où l'enthousiasme des bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis très ravie par l'initiative du gouvernement. Ça nous a beaucoup plu, vraiment. Nous sommes vraiment émus. J'apprécie à sa juste valeur cette action du gouvernement, c'est-à-dire une action de solidarité envers les plus démunis. C'est une action qui est salutaire. Compte tenu du temps que nous vivons présentement, je crois que cette action est la bienvenue. L'opération vente à prix social se déroulera pendant des mois dans les 6 communes du district de Bamako et vise à appuyer 1000 ménages selon le commissaire à la sécurité alimentaire. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay abrite un séminaire international sur le thème protection du patrimoine culturel au Sahel, enjeux, défis et perspectives. Il est organisé par l'école de maintien de la paix en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne au Mali. L'objectif est de faire comprendre les enjeux actuels afin d'assurer une protection effective et durable des biens culturels dans les pays du Sahel en proie à la guerre. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. La leçon inaugurale a été faite par le ministre en charge de la culture. Le reportage de Alpha Maïga.
Le patrimoine culturel sahélien, qu'il soit matériel ou immatériel, est de plus en plus menacé par les conflits armés, le terrorisme. Alors que ces menaces transnationales continuent de fragiliser les sociétés sahéliennes, un séminaire international s'est ouvert ce mardi matin ici à Bamako. C'est pour aborder un enjeu souvent relégué au second plan, la protection du patrimoine culturel. Les thèmes retenus pour ce séminaire, à savoir protection du patrimoine culturel au Sahel, enjeux, défis et perspectives, s'inscrit pleinement dans la vision portée par les plus hautes autorités de la Confédération des États du Sahel, AES, en faveur de la préservation de notre héritage commun. Les 3 jours de travaux sont organisés par l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembey. L'événement réunit les experts, responsables politiques, universitaires et représentants d'organisations internationales et acteurs locaux. Cela grâce au concours financier de la coopération allemande. L'objectif ultime est de garantir une protection efficace et pérenne des biens culturels dans l'espace sahélien, des biens qui sont particulièrement exposés aux défis et aux effets des conflits et de l'instabilité. Protéger le patrimoine culturel ne se résume pas à préserver des objets et des vestiges anciens, c'est avant tout un engagement profond en faveur de la mémoire, de l'identité et de la dignité des peuples. Réaffirmer notre soutien constant à cette initiative et à toutes celles qui visent à préserver et valoriser la richesse culturelle du Sahel. Le séminaire vise à combler ces lacunes en favorisant le partage d'expériences, l'analyse des cadres juridiques et la formulation de stratégies innovantes. La culture est l'âme d'une société et la jeunesse est une flamme qui éclaire l'avenir. Conscient de cet enjeu, le département s'engage résolument à promouvoir le patrimoine comme vecteur d'unité et de résilience à travers des initiatives telles que les caravanes sportives et citoyennes ainsi que des programmes de formation à l'instruction civique. Notre ambition est claire, permettre à chaque jeune malien, à chaque jeune sahélien de pouvoir affirmer avec fierté: je connais mon histoire, je la protège, je la fais rayonner. Au Mali, de nombreuses institutions universitaires et centres de recherche œuvrent activement, chacun à son échelle, à la préservation et à la documentation de notre riche héritage. Détruire un site culturel, c'est attaquer l'identité même d'un peuple, a rappelé Mahmoud Dafé, ministre en charge de la culture, lors de la leçon inaugurale. Une leçon qui a duré 48 minutes. De quoi s'agit-il? Notre identité en partage, notre souveraineté en jeu. Le préambule de la Constitution du Mali du 22 juillet 2023 affirme sans ambiguïté la détermination du Mali à valoriser son histoire, défendre sa diversité culturelle et assurer la protection de son patrimoine. Et en décrétant l'année 2025, année de la culture au Mali, le président de la transition, le chef de l'État, son Excellence, le général de la Goïta, a rappelé que le renouveau de notre nation passe d'abord par la réappropriation de nos valeurs et de notre héritage, pour travailler sur comment préserver, protéger et conserver mieux et surtout une meilleure appropriation de cette identité. Le séminaire se clôturera ce jeudi avec une synthèse des travaux et des recommandations concrètes pour les États et les institutions dans ces locaux. Nous restons à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembey pour parler cette fois-ci de défense et de sécurité avec l'ouverture des travaux de l'atelier de haut niveau sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des participants. Cette initiative est soutenue par ECAP Sahel, nous dit Youssouf Djakiti. Cet atelier de haut niveau, une initiative du ministère de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, se veut un espace de dialogue, d'échange et de communication sur les enjeux liés à la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de permettre aux participants constitués exclusivement d'hommes de droit de diverses horizons de mieux cerner leurs enjeux. À travers cet atelier également, il s'agissait de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale, à commencer à l'interne,
par les enquêteurs de la BIS. Vous allez voir dans le programme également qu'il y a un pan, un thème qui a trait également à la collaboration. Ce n'est pas seulement les enquêteurs de la BIS qui sont concernés par cet atelier. Ça va au-delà. L'OCS est là et certaines unités de sécurité publique également participent finalement à cet atelier de formation. L'atelier qui traite des thématiques menaces terroristes au Sahel et dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, cadre juridique de la lutte contre le terrorisme au Mali est financièrement soutenu par l'ECAP Sahel. C'est un domaine qui, pour EOCAP et l'Union européenne globalement, mais surtout à travers EOCAP, est très important sur l'objectif, mais aussi sur l'importance de ce sujet de combattre le terrorisme et surtout toutes les criminalités transfrontalières. Ça fait partie intégralement de notre mission de travailler dans ce domaine. Le but de l'atelier aujourd'hui, c'est de renforcer les capacités des acteurs relativement à ces nouvelles dispositions et puis également leur permettre d'avoir une expertise plus pointue dans un domaine qui concerne un phénomène en pleine mutation et un phénomène présente une certaine complexité en réalité qui mérite une adaptation et une spécialisation accrue. D'autres thèmes seront bien sûr développés, notamment les concepts de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, la coopération pénale internationale dans la lutte contre le terrorisme, cadre légal et modalités de coopération, entre autres. Et je vous l'annonçais dans les titres, le gouvernement aura très bientôt un plan d'action d'urgence pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Ce plan a été discuté ce matin lors de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes présidé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Ce plan devrait permettre de faire face à d'éventuelles crises en matière d'approvisionnement. Le comité interministériel a par ailleurs décidé un contrôle quotidien des stations d'essence. Reportage à Mamari Kone et Aliou Touri. Le plan d'action d'urgence pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité s'articule autour de 5 axes. Il s'agit notamment de la coordination et de la concertation, de la sécurisation des convois et des travaux critiques, l'approvisionnement et la distribution des produits, l'accompagnement par l'État des opérateurs économiques victimes des attaques et enfin les mesures sur le plan diplomatique en vue de faire face aux faux frais dans les différents ports. Le chef du gouvernement a instruit la tenue des réunions au niveau de chaque région administrative. Pour faire face aux difficultés d'approvisionnement en carburant, il est prévu la construction des dépôts dans les régions conformément à une instruction du président de la transition. La réunion a également insisté sur la nécessité de la mise en place d'un mécanisme de contrôle quotidien des stations d'essence pour faire face à la rétention. Après la réunion du comité interministériel, le Premier ministre a rencontré les secrétaires généraux des ministères de l'Industrie et du Commerce et de l'Économie et des Finances, la Direction générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence, ainsi que le président directeur général de l'Office malien des produits pétroliers OMAP. Il a été essentiellement question des dispositions à prendre pour assurer le contrôle quotidien des stations d'essence. Et tout juste après la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes présidé par le Premier ministre, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence et l'Office malien des produits pétroliers OMAP ont animé un point de presse. Objectif, présenter le point de la situation générale tout en précisant que cette situation est temporaire. Les conférenciers ont également appelé la population au calme et à ne pas céder à la panique et à la désinformation. Nous retrouvons Mamari Kone et Aliou Touri. Mieux expliqué pour une meilleure compréhension, ces points de presse animés par le directeur général adjoint du commerce, de la consommation et de la concurrence et le président directeur général de l'Office malien des produits pétroliers OMAP est l'occasion de donner le maximum d'informations sur les difficultés d'approvisionnement des populations en carburant ces derniers temps. Difficultés survenues au lendemain des tentatives de désorganisation du système d'approvisionnement du pays en carburant par les groupes terroristes. Le gouvernement, à travers les services techniques, est à pied d'œuvre pour une maîtrise de la situation. C'est ainsi que la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a pris certaines initiatives comme faire la situation physique du stock de carburant de Caille à Kidal ainsi que le décompte des citernes sur les différents corridors. Ce qui a été constaté sur le terrain, c'est que quand on fait la situation globale de ces 3 missions-là,
on peut, sans risque de se tromper, de dire qu'il y a suffisamment, en tout cas, des quantités de carburant là pour pouvoir tenir et approvisionner le pays pendant un certain nombre de jours, en attendant que des mesures soient prises par les autorités compétentes. Je peux aussi dire que la DGCC et l'OMAP sont des structures qui vont continuer à veiller et surtout à donner la bonne information, quelle que soit l'évolution du pays en termes d'approvisionnement. Les conférenciers du jour ont rassuré que le prix à la pompe n'a pas changé avant d'appeler les Maliens au calme et à ne pas céder à la panique et à la désinformation. C'est l'occasion pour moi, au nom des plus hautes autorités, de remercier les populations pour leur patience, leur patriotisme et surtout leur esprit de résilience face à la situation que je précise n'est que passager, qui sera bientôt jugulé par les actions prises par les autorités. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous les acteurs pétroliers pour les efforts fournis, les sacrifices consentis et leur patriotisme pour juguler cette crise. Je rends aussi hommage aux forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent tous les jours dans le cadre de l'escorte des camions-citernes, des corridors au niveau des zones de consommation. Pour leur part, le directeur général adjoint du commerce, de la consommation et de la concurrence et le PDG de l'Office malien des produits pétroliers ont promis de continuer à informer l'opinion sur l'évolution de la situation. Et déjà, les premières mesures sont enregistrées avec l'arrivée des camions-citernes transportant du carburant. Ils sont arrivés cet après-midi à Bamako sous escorte des FAMA au grand bonheur de la population. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Youssouf Diakité a assisté à l'entrée des camions à partir de Sénou. Suivons ensemble. Ceci est une bonne nouvelle pour la population malienne. L'arrivée de ce convoi de près de 300 citernes pour rapidement répondre aux inquiétudes soulevées par la crise de carburant. Ceci démontre la détermination du gouvernement du Mali à répondre aux aspirations du peuple malien avec promptitude. La population apprécie. Quand sera souffo, ma voix malin doué, Bega sera souffé. Nous sera souffé, sera souffé. Moi, le Mokonobi, Ames Morola, ne sera souvenu ce dernier bi. On a beaucoup de fois le mandon. Jamana de Began à Jatemnega fond. Jamana Manaka Togo, à ma fait. Les convois est arrivé sous le regard vigilant de la brigade des produits pétroliers du Mali. Oh, on est très fiers. Comme toute la population malienne est très contente vraiment de ce convoi qui s'est très bien passé. Mais ça s'est passé dans de très bonnes conditions, sans heurts, vraiment. Il y a lieu de saluer vraiment les forces de l'ordre, les forces armées, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite vraiment de ce convoi. La Direction générale des douanes, à travers le Bureau des produits pétroliers du Mali, salue l'engagement et la détermination de l'ensemble des acteurs pour l'atteinte des objectifs fixés par les autorités maliennes. C'est le lieu donc de saluer, de remercier les plus hautes autorités du pays, à savoir le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre, toutes les autorités administratives, depuis le bureau de Kadjana, Bougouni, le gouverneur de Bougouni, le directeur régional de Bougouni, et l'ensemble de tout le personnel, jusqu'à l'acheminement de ce convoi au niveau de Bamako, nous avons constaté ces derniers temps, avec beaucoup de regrets et d'amertume, les pertes infligées à nos opérateurs pétroliers, aussi bien les moyens de transport, les citernes, ainsi que les pertes en vies humaines. Et c'est le lieu donc de s'incliner devant la mémoire des disparus. Nous sommes confiants en nos opérateurs.
On sait que les opérateurs pétroliers, c'est des battants, c'est des vrais patriotes. Ils se battent nuit et jour pour ce pays. Et j'en suis sûre et persuadée que rien n'est de trop pour la patrie. Et nous sommes convaincus que ce pays va rester debout par la grâce d'Allah. Ils vont se battre pour ravitailler correctement ce pays en produits pétroliers. C'était une fois de plus l'occasion d'inviter l'ensemble du peuple malien à la résilience. Ils sont désormais prêts à franchir la porte du monde professionnel. Il s'agit des 21 étudiants de la promotion 2025 de l'IAM, Institut des hautes études en management. La promotion est baptisée Amadou Djadje Sankaré. Les étudiants ont reçu leur diplôme de licence et de master au cours d'une cérémonie. C'est en présence de Adam Meiga. Entre fierté, audace et espoir, 21 récipiendaires viennent de décrocher leur ticket et prêts à intégrer le monde professionnel. Il s'agit des diplômes de licence et de master obtenus dans différentes filières à l'IHEM, Institut de hautes études en management. Il constitue la promotion 2024-2025. Ce diplôme n'est pas un point final. Il est une clé pour ouvrir des portes, relever des défis, changer nos vies et contribuer au développement de notre nation. Nous sommes la génération de l'espoir, de l'audace et du renouveau. Alors, nous marcherons avec fierté, avec confiance et avec foi. Nous porterons avec audace et avec courage ce savoir qui nous a été transmis et nous ferons émerger notre nation. Cette réussite est l'effort de plusieurs années de dur labeur. Cependant, ce qui les attend dans le monde professionnel s'annonce encore plus exigeant. Une étape de franchie et une autre s'ouvre à eux. Faire face à d'autres défis sur le marché de l'emploi. Ce marché n'est plus local. Le marché n'est plus que malien, mais sous-régional, mondial. Le marché est large, donc la compétition est rude. Quant aux parrains et le ministre de l'Industrie et du Commerce, ils ont prodigué de conseils. Pour être entrepreneur, il faut avoir une relation exceptionnelle avec le temps. Parce que tout se fait dans le temps. Ça. Donc la relation avec le temps, c'est important. Mais malheureusement, la jeunesse n'a pas de relation avec le temps. Donc la gestion, la relation avec le temps, c'est important. C'est le message que je voulais vous dire. Donc, il faut savoir d'où vous venez. Il faut toujours savoir d'où vous partez. Il faut accepter de vivre avec vos moyens. Aller avoir tout et tout de suite, ça ne paye pas du tout et ça ne payera jamais. Ces valeurs sont cruciales et fondamentales pour votre devenir. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour ces jeunes diplômés, prêts à écrire leur avenir avec détermination et excellence. Bonne chance à eux. Un mot sur la situation agricole à l'intérieur du pays. Direction la cité des 333 saints. La campagne agricole 2025 affiche une bonne physionomie. Les autorités régionales, en compagnie des acteurs du monde rural, ont visité quelques plaines de périmètre villageois de la région. Il est attendu une production de plus de 500 000 tonnes, toutes spéculations confondues, cette année dans la région de Tombouctou. Le reportage de Saloum Konati. La campagne agricole de cette année s'annonce prometteuse dans la région de Tombouctou. C'est le constat de la mission de supervision conduite par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région en compagnie des responsables et acteurs du monde rural. Du cercle de Direy en passant par Gundam, les responsables sont optimistes quant à leur constat. Vu l'aspect général de culture, et en ce qui concerne la riziculture, comme je l'ai si bien dit, qui constitue l'ossature de la production, on a une production de 550 000 tonnes qui sont attendues. Dans les plaines de Tombouctou, à Daï, tout comme à Kabara, les producteurs sont confiants quant aux prévisions. Ici, les femmes exploitent une superficie céréalière de 20 hectares. Nous dirons que cette année, la campagne est bonne, dans la mesure où, à cette date, nous sommes là. Le riz est presque à maturité, d'autres ont commencé à faucher. Le niveau de l'eau aussi ne nous harcèle pas. Cette année, il y a un peu d'eau qui est resté dans le lit du fleuve qui nous a permis de démarrer la campagne cette année tôt.
On a respecté le calendrier agricole et au moment où je vous parle, les cultures sont au stade de talage-montaison. Quant à la situation phytosanitaire, le chef régional de protection des végétaux rassure. La situation phytosanitaire, on peut dire qu'elle est relativement calme. Et cependant, elle a été essentiellement marquée par les cas de dévastation localisée des chenilles des tiges d'Iri dans les lacs Fagibine. Au constat de l'ensemble des localités que nous avons visitées, la campagne vraiment se déroule très normalement et globalement on peut se dire que vraiment c'est dans la satisfaction de l'ensemble de nos producteurs. Et une chose aussi qu'il faut apprécier, c'est que le gouverneur nous avait dit à un moment donné, il ne faut pas qu'on croise les bras, parce que les inondations que nous avons vécues, il faudra les transformer en opportunités. Ce qui a favorisé au moins c'est vraiment des activités au niveau de certaines mares qui n'avaient depuis très longtemps reçu de l'eau. La non-disponibilité des engrais à temps et le problème de moteur demeurent entre autres contraintes majeures des producteurs. Et nous arrivons à la chronique judiciaire qui traite d'un sujet d'actualité auquel nous assistons au quotidien. Il s'agit de la démolition, souvent perçue comme une action spectaculaire. La démolition est pourtant une pratique administrative courante. Loin d'être arbitraire, elle s'inscrit dans un cadre légal strict, qu'elle soit ordonnée par l'autorité administrative ou décidée par une juridiction compétente. Dans tous les cas, elle doit concilier impératif d'intérêt général et respect du droit de propriété, principe fondamental de notre ordre juridique. La démolition entre nécessité publique et respect du droit dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Qu'elle soit volontairement engagée ou imposée par les autorités, la démolition constitue une mesure administrative ou judiciaire. Elle vise à faire disparaître un édifice, une construction ou une installation. La démolition ne peut être entreprise que dans un cadre légal. En droit, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Il faut que vous ayez un intérêt. Vous devez disposer d'un titre. Vous devez disposer d'autres documents y afférents à la parcelle. Et ensuite, vous avez fait un constat pour démontrer que voilà, mon terrain est occupé avec des photos et tout. Et ensuite, vous avez fait la sommation interpellative pour demander à la personne s'il dispose de titres de propriété. Si ce n'est pas le cas, vous faites une assignation au niveau de la justice pour obtenir une décision de démolition. Dans certaines situations, notamment lorsque l'occupation concerne le domaine public ou les lits des cours d'eau, l'État peut procéder directement à la démolition. Ces interventions relèvent de la préservation de l'intérêt général. Vous venez vous occuper la route. On ne peut pas vous laisser sur place. Et démolir, non, l'État n'a pas besoin de prendre l'ordonnance du juge pour ça. L'État exécute. C'est la puissance publique. Même s'il se considère lésé, est-ce un citoyen peut-il se faire justice lui-même? Si vous le faites, vous allez réparer tout ce que vous avez détruit. Et en plus des dommages et intérêts que vous allez payer. La réparation est là et vous payez les dommages et intérêts à la personne. Le temps qu'il va faire au dehors et le temps qu'il va prendre, les moyens qu'il va prendre pour installer sa famille, vous avez tous ces comptes-là à payer. Et le préjudice moral, vous allez payer tout ça. Parce que nul ne doit se rendre justice. Quelqu'un a occupé votre parcelle, demandez la démolition, ce n'est que justice. Parce qu'en pareil cas, c'est quand vous vous levez, vous allez dire vous-même, vous allez faire votre justice, c'est là le trouble à l'ordre public. En cas de litige ou de préjudice, les voies de recours existent et toute personne estimant avoir été injustement affectée par une démolition peut saisir les juridictions compétentes pour demander réparation. Si on vous donne un acte administratif de démolition, vous avez des recours déjà au niveau du tribunal administratif. À défaut, si l'expression est ordonnée en matière de réparation, c'est le tribunal civil que vous devez voir. Par exemple, si vous êtes à Selmanbourg et vous venez au tribunal de la commune 1, vous demandez, vous faites une assignation, vous faites une réparation de préjudice. Mais pour là, vous avez fait des constats, vous avez évalué à travers un expert tout ce qui a été fait, vous avez mis tel montant, vous avez vos permis de construire, vous avez, comment on appelle, vos devis de construction, vous avez tout ce qu'il faut pour justifier le montant que vous réclamez. Tout citoyen qui se trouve lésé dans ses droits a le droit de saisir un tribunal ou une juridiction compétente pour réclamer la réparation des préjudices qu'il a subis. Par ailleurs, une démolition effectuée en dehors du cadre légal peut engendrer des conséquences. Le respect des procédures et des décisions de justice s'impose à tous dans un esprit de civisme et de responsabilité. On a dit que votre liberté s'arrête là où commencent les autres.
Et en termes de propriété, il faut savoir qu'il y a des attributs. L'usus, le fructus, l'abusus. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre propriété, même vendre si vous voulez. Mais il y a des limites aussi à cela. Par exemple, si vous avez une propriété, même si vous devez vendre votre maison, s'il y a des locataires là-dedans, vous êtes tenu de les informer. Parce que celui qui va acheter votre maison va subir la présence des locataires. Et leurs droits sont conservés. Si vous voulez occuper un espace, cherchez à savoir si l'espace là peut être occupé. Ne donnez pas l'argent comme ça à quelqu'un et prendre un document volant pour dire que moi j'ai acheté. Cela ne se fait pas. Parce que vous perdez deux fois. Non seulement vous achetez un terrain qui ne vous appartient pas, ensuite vous construisez dessus. Cela fait en sorte que vous avez perdu deux fois. Lorsqu'il s'agit enfin de préserver l'intérêt public, l'administration peut également recourir à des mesures telles que le déguerpissement, le recasement, l'expropriation ou la démolition. Ces actions, bien que parfois perçues comme brutales, répondent à des impératifs d'aménagement ou de sécurité publique. À retrouver désormais dans vos kiosques le livre intitulé « Mon idéologie pour le Mali », la vision d'un adolescent au service du pays. C'est un ouvrage de Namouri Koulibaly, un élève en classe de 10e sciences, âgé de 14 ans, fils de libraire. Dans ce livre, il traite les sujets et les difficultés auxquelles le Mali est confronté d'hier à aujourd'hui. Il brosse aussi sa vision pour le Mali prospère. Le second ouvrage intitulé « Femmes sahéliennes, actrices clés de transition réussie », un livre de 95 pages écrit par Mohamed Abdelahi El Khalil. C'est un essai qui explore la place centrale des femmes dans les processus de transformation politique et sociale du Sahel. Des ouvrages à retrouver dans vos librairies. Voilà, éliminatoire. Les Aigles du Mali se produiront le mercredi à N'Djamena à 16h face au Sao du Tchad. C'est un match comptant pour la 9e et avant-dernière journée du groupe I. Le Mali, 4e avec 12 points, entend titiller le haut du tableau. Le moral est au beau fixe. Nos envoyés spéciaux à N'Djamena sont Siragatou Sissé et Mamadou Sidibi. Relancer la machine de l'équipe, reconquérir le cœur des supporters. Voilà les défis qui se présentent aux Aigles du Mali ce mercredi face au Sao du Tchad. Le Mali, 4e du groupe I avec 12 points et le Tchad, dernier 1 point, joueront pour soigner leur rang. En 5 oppositions, toutes compétitions confondues, le Mali a toujours pris le dessus sur le Tchad. Je suis très content avec les joueurs qui sont là, l'atmosphère est très bien, le niveau de l'entraînement est très bien. On joue dans un bon stade, une pelouse synthétique, mais un très bon pelouse. Je pense qu'on est prêt pour demain. On est très content d'être ici. C'est vrai que c'est un plaisir de venir porter les couleurs des Aigles. Donc c'est un honneur. Donc j'espère que demain, Inch'Allah, on va faire un gros match pour gagner le match. Et après, on verra pour le dernier match. Mais Inch'Allah, demain, ça va le faire. Au match aller disputé à Bamako le 17 novembre 2023, les Aigles s'étaient imposés 3-1 en ouverture de cette campagne. Il y a quelques joueurs qui sont blessés. Notre premier gardien, Gigi Diarra, il est blessé, il n'est pas venu. Aussi, notre centre défense, Sikoni Akate du Braga, il est blessé, il n'est pas aussi venu. Et El Bilal Touré, il est aussi blessé avec Besiktas, il n'est pas aussi venu. Autre joueur, Woyo Koulibaly, il va venir, il y a un problème avec ce document, il va venir seulement pour le deuxième jeu. Bissouma, c'est vrai qu'il n'est pas là, mais il va être prêt pour le deuxième jeu. Il a avant problème avec son genou et le docteur du Tottenham a demandé de ne pas jouer dans une pelouse synthétique. En marquant au moins 2 buts par match aux Tchadiens, les Aigles version Tom Saint-Fit ont les moyens de respecter la tradition. L'ambassadeur du Mali au Tchad a tenu à transmettre le message d'encouragement au nom des autorités de la transition. Nous serons derrière eux demain au stade, nous serons tous derrière eux. Nous comptons beaucoup sur eux pour la victoire contre les Saoudiens. La dernière prestation des Aigles à N'Djamena s'était soldée par une victoire 2-0 en éliminatoire de la CAN 2021.
Voilà, Tchad-Mali, un match que vous pourrez suivre en direct sur ORTM1 à partir de 16h. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Yene do ninga yara biya masala man ki sangoro ta tentola ko ala ki sutura ala kanito nyegan ko foila jani bere kunye pour ka fone ko siri ka mariage be même sokoro banu makaduye ay dogokun damne ni sondia konnana ni frankaye sigaro mafla ni taratado octobre kalo kli wulunflan ay franka jabo sigaro mafla aw kari charsu beka ka wulilike kasro aw majati awo franka sigaro mafla ayo tilia